prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Prendre soin de nous. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Nous comptons sur votre écoute. Bonjour, bonjour. Salut tout d'abord. Comment allez-vous? D'accord, on va commencer par là. Je me présente, moi c'est William et je suis accompagné de mes camarades de l'IFSI qui vont tout d'abord se présenter. Alors moi c'est Jamina, moi c'est Emarly, moi c'est Andy, moi c'est Laetitia et Henrik. Bon, comme vous avez pu le remarquer, je suis un peu stressé, juste légèrement. Là mon cœur il bat à 120, mais vous inquiétez pas, ça va aller, on va tenir les 1 heure. Donc je voulais tout d'abord vous dire, waouh, je suis hyper impressionné d'être dans les studios avec mes camarades derrière le micro. J'ai l'impression d'être le roi du monde, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des millions de personnes qui m'écoutent, donc voilà. En tout cas, avant de rentrer, mais bon, plus sérieusement, tout le monde, on voulait vraiment savoir comment allez-vous, bien sûr, tout d'abord. Et aujourd'hui, avec mes camarades, nous sommes contents que vous soyez là pour nous écouter, parce qu'on va vous parler d'un petit truc. Un petit truc qu'on a dans la poche, quelque chose de super cool, de très agréable à tenir en main, vu tout le plaisir qu'il donne, juste avec le bout du doigt ou deux, selon nos habitudes ou comment on le tient. Et bien sûr, vous voyez tous de quoi je parle, le smartphone ou encore le cellulaire. Le cellulaire, c'est pour les très très jeunes, d'accord? Et oui, de temps en temps, je vais dire quelques mots en anglais, mais vous inquiétez pas, si mon accent est trop stylé, c'est parce qu'en fait, je suis originaire du Nord-Bastère des États-Unis. Donc, rassurez-vous, d'accord? Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une question pour vous, juste une. Imaginez votre vie sans téléphone portable. Vous avez 5 secondes. Ok, j'arrête, moi je peux pas. D'accord? Juste impossible. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas. Donc du coup, vous savez, les écrans, ils sont certes petits en taille, mais grands en impact, que ça soit au niveau du côté bon ou du côté mauvais. Mais de nos jours, c'est vrai que ce sont des outils qui sont vraiment indispensables, voire une extension de notre corps, ou peut-être même, j'en suis persuadé, que certains d'entre nous mettent le portable à la même place que certains membres de leur famille ou de leur entourage. Vous imaginez un peu la scène un peu. Oui, Jean-Brandon, qui est-ce que tu choisis entre Matisse et ton portable? Donc lui, il est en train de réfléchir, mais je sais pas, mon portable en couleur, Matisse aussi. Mais qui est-ce que je choisis? Matisse, aide-moi, t'as combien de mégapixels? Oui, je sais. La scène est un peu farfelue, elle est même un peu lunaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, avec les addictions, c'est vrai que c'est comme ça en fait. Donc ça montre quand même l'impact que les écrans peuvent avoir sur nous. Et sachant que les écrans effectivement font partie vraiment intégrante de nos vies, à un point tel que leur impact nous touche, que leurs conséquences nous touchent à tous les niveaux. Sachant cela, on peut se demander quels sont les liens entre l'addiction numérique, les troubles du sommeil, les conséquences corporelles, nos relations sociales ou encore même nos comportements à risque. Parce que oui, juste avec ce petit écran, on peut en arriver à avoir des comportements à risque. Et aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça avec nos camarades, tels les Power Rangers de l'info. Et je rajoute, si quelqu'un demande en texto qui sont les Power Rangers, moi j'arrête, je refais une reconversion, je vais vendre sur la place tricolore de Chicago des Corossolachiens. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, demandez à vos parents. Sinon, on va un peu enchaîner. D'accord? Donc là, je vais laisser le micro à mes camarades qui vont vous parler des écrans et notre cerveau. Mais avant, j'ai une question pour vous, justement, Emarly et Jamila. Dites-moi, je regarde souvent de façon, j'aurais dit très, comment dire, très sérieuse, effectivement, les émissions scientifiques, éducatives, littéraires même. Dites-moi que les conséquences de regarder toutes ces vidéos, c'est que je sois plus intelligent aujourd'hui. Alors, oui, donc si tu regardes certains contenus qui sont, du coup, qui te donnent de la pédagogie, enfin qui te rendent cultivé, c'est bien, mais que aussi il y a une conséquence qui peut être addictive. Donc, du coup, pour capter notre attention, donc certains acteurs du web, excuse-moi, donc certains acteurs de web, donc ils ont recours à la psychologie comportementale. Donc du coup, ce sont des méthodes scientifiques qui sont développées à grande échelle. Donc du coup, lorsque nous cliquons sur certains contenus, nous avons le circuit de
récompense qui s'active dans notre cerveau, qui est la dopamine. Donc, je ne vais pas rentrer plus sur ce détail, donc ma collègue va développer après. Donc, cette dopamine, elle peut toucher plusieurs zones du cerveau. Donc, par exemple, qui sont responsables de la contrôle du pulsion, qui sont aussi responsables sur la concentration, responsables aussi sur l'apprentissage, la formation des souvenirs. Donc, ça peut avoir un grand impact sur ça. Aussi, pour traiter les émotions. Et il peut aussi jouer un grand rôle, sur les régulations des émotions et aussi des détections des erreurs. Donc, du coup, pour les addictions, comment savoir lorsqu'on a une addiction numérique? Et donc, pour ça, on va vous donner quelques petits signes, en fait, pour justement reconnaître lorsqu'on a une addiction numérique. Ok. Donc, alors, certaines addictions, donc, il y a, par exemple, l'envie irrépressible comment dire ça, que ce n'est pas possible pour vous de rester sans téléphone, que si vous restez sans téléphone, c'est comme si le monde est fini pour vous, le monde s'arrête totalement. Donc, il y a aussi le fait de se réveiller juste en entendant bling, on se réveille en sursaut, on va regarder tout de suite, mais qui m'a envoyé un message, donc on va répondre. Ça aussi, le fait d'interrompre son travail. Le fait d'interrompre son travail pour répondre à une notification ou de même abandonner ses centres d'intérêt, activités pour répondre à un message ou tweeter, etc. Et aussi le fait d'être agressif, donc ça peut nous rendre agressif parce qu'on a reçu un message que par exemple quelqu'un nous parlait que finalement on change d'humeur parce qu'on a vu du coup un message. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait certains comportements peuvent induire à des troubles du sommeil et autres. Et je laisse. Autre conséquence. Et si on peut associer un terme à ces addictions, enfin à ces signes, d'une addiction, c'est la nomophobie. En fait, ça va vraiment être la peur excessive d'être séparé de son portable. Exactement. Alors aussi, il y a quelque chose qu'on retrouve énormément dans les écrans, c'est ce qu'on appelle la lumière bleue. Donc l'explication est un peu scientifique, mais si on devrait être simple, on va dire que c'est une lumière du coup qu'on retrouve naturellement dans le soleil et comme je viens de le dire dans les sources lumineuses artificielles, donc les ampoules LED et les écrans. En fait, la lumière bleue qui est présente dans le soleil, elle va permettre de réguler notre rythme biologique qu'on appelle le rythme circadien. Donc c'est vraiment l'alternance entre l'état de veille et d'éveil. Donc le soleil, ça va favoriser l'éveil. Le souci maintenant, c'est que le soir, donc normalement quand on est en absence de lumière, le cerveau va sécréter l'hormone du sommeil, la mélatonine, et ça va permettre l'endormissement. Donc quand on est encore devant nos écrans, là on va être exposé à la lumière bleue de notre portable et du coup l'endormissement sera retardé et c'est vraiment ce qui va induire les troubles du sommeil comme l'insomnie. Et justement ce manque de sommeil, ça va avoir une conséquence sur la concentration et sur l'humeur. En fait, dans notre cerveau, on a une zone qui est chargée, qui est impliquée en fait dans la concentration de nos tâches. Donc quand on dort suffisamment, c'est-à-dire au moins 8 heures par nuit. Comment 8 heures? Ouais, 7 à 8 heures quand même. Ouais, ça fait, enfin, je ne vais pas dire ça fait beaucoup, c'est le minimum en fait. Le cerveau va procéder à des étapes de triage d'informations, il va analyser, il va organiser vraiment toutes les infos qu'on a reçues dans la journée et ces étapes en fait elles vont permettre justement à une concentration efficiente. Donc c'est sûr que quand on dort moins de 7 heures, la concentration elle va être altérée et c'est pareil pour tout ce qui est régulation des émotions. Quand on dort moins de 8 heures, là aussi les émotions sont altérées, on n'arrive pas à réguler, on n'arrive pas à distinguer les informations qui sont importantes, qui sont neutres, et en fait on va être irritable, un rien en fait ça va nous énerver, ou à l'inverse on peut être triste en fait pour un rien. Et du coup les difficultés de la concentration, on va les associer à ce qu'on appelle le brain fog. En fait en français ça donne brouillard mental. Et en fait, ce brouillard mental, ça va se définir par une fatigue intellectuelle
Et pour reconnaître cette fatigue intellectuelle, c'est vraiment le sentiment de confusion, le manque de motivation, les difficultés à se concentrer, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, et aussi des oublis en fait qui sont inhabituels et qui deviennent de plus en plus fréquents. Et vraiment pour comment dire, arranger en fait, remédier du moins à ce brouillard mental, c'est vraiment le repos, que ce soit physique ou mental. Et mental, c'est surtout le fait de se déconnecter un peu, d'aller prendre l'air, de faire des activités en plein air, du sport, aller à la plage, et puis voilà. Ok, donc tu as parlé du brain fog. C'est ça. Ouais, je suis obligé de reprendre avec mon accent. Donc du coup, en fait, tu parles du brouillard mental, mais j'ai l'impression que ça fait des années que je suis dans un brouillard. Et ouais, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui arrive à tout le monde à une certaine période. On le ressent tous, en fait. Ah, d'accord. Je pensais que c'était 365 jours de l'année. Toi aussi, on est d'accord. Moi aussi, je pensais que ce brouillard était vraiment éternel, limite. Voilà. Mais bon, là, on vous a donné énormément d'informations. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une courte pause. Allez. Voilà, donc oui, juste après cette pause, justement, notre collègue, elle va vous parler des écrans et de notre corps, en fait, voilà. Voilà, nous sommes de retour et on va continuer avec les écrans, en deuxième partie, les écrans et notre corps. Là aussi, Laetitia, j'aurais une question pour toi. Il se trouve que je regarde aussi des vidéos sur tout ce qui est fitness, crossfit, musculation, et j'aimerais savoir si la conséquence, c'est que j'aurai des abdos à la fin. Alors, moi, je pense que tu auras des abdos en béton à la fin, puisque nous avons tous des abdos en béton de nos jours, en regardant les écrans. Alors, maintenant, plus sérieusement, nous allons parler des troubles visuels. Alors, saviez-vous que l'utilisation excessive des écrans entraîne un syndrome de l'ordinateur, ce qui entraîne divers problèmes de vue? Alors, tels que la fatigue visuelle numérique, qui se traduit souvent par des visions floues. Je subis souvent ces visions floues, tel un vampire, hein. Une fois sorti de ma tanière, au bout de 3 à 4 heures d'écran, je vois flou pendant environ 2-3 heures. Nous avons aussi les syndromes de l'œil sec, qui se traduit par de la sécheresse oculaire, des irritations, des sensations de brûlure, des rougeurs des yeux, des sensations de sable dans les yeux. Ensuite, nous avons également la myopie induite ou accélérée, c'est-à-dire on peut soit naître comme ça ou justement l'acquérir à cause des écrans, à cause de l'utilisation excessive. Nous avons également les problèmes de focalisation. Donc les yeux doivent constamment ajuster leur mise au point pour voir clairement des objets proches, ce qui peut fatiguer le système visuel. Nous avons également la photophobie. Une exposition prolongée à la lumière bleue des écrans peut prendre certains... On peut rendre certaines personnes sensibles. Voilà, tout à fait. La photophobie, c'est quand on a du mal à supporter la lumière. Voilà, c'est ça. Et le moins agréable, les céphalées. Donc les maux de tête, qui peuvent vraiment vous pourrir la vie, puisque ça peut durer très longtemps. Alors, mis à part cette petite énumération, voilà, j'ai quelques conseils pour protéger vos yeux, pour éviter les conséquences des écrans. Donc, la règle des 3 fois 20 minutes. Donc, faire des pauses de 20 minutes, toutes les 20 minutes, 20 secondes. Et pour regarder quelque chose à environ 6 mètres, c'est ça? C'est ça. Là, effectivement, ça me dit quelque chose. C'est ça. Cela permet aux yeux de se détendre et de réduire la fatigue liée à la concentration sur un écran de près, en fait. C'est pour ça. Voilà. Une petite technique pour retrouver, en fait, pour réhabituer ses yeux à la lumière, enfin, à la réalité, tout simplement. Tout à fait. C'est ça. Ensuite, ligner les yeux fréquemment. Optimiser l'éclairage de la pièce, mais éviter les reflets sur l'écran qui peuvent provoquer une fatigue oculaire. Adapter la distance et la hauteur de l'écran. Placez votre écran à une distance de 50 à 70 cm de vos yeux et ajustez-le de manière à ce qu'il soit légèrement au-dessus du niveau de vos yeux. Donc marchez avec un compas, un niveau et une règle. Tout à fait. Ajustez la luminosité et le contraste de l'écran. Utilisez des filtres ou des lunettes anti-lumière bleue. Ajustez la taille du texte et des images. Utilisez des gouttes oculaires si nécessaire, bien sûr,
pour humidifier l'œil, pour éviter la sécheresse. Et en dernier, limiter l'utilisation des écrans 1 heure avant de dormir. Ce serait l'idéal. C'est ça. Ce que nous ne faisons pas, bien sûr. Et là maintenant, on va parler des troubles musculo-squelettiques. Oui, alors les troubles musculo-squelettiques, les TMS, sont en fait des douleurs musculaires et articulaires qui apparaissent souvent à cause de mouvements répétitifs ou de mauvaise posture. Donc je pense que vous voyez très bien de quoi on parle. Il y a l'utilisation prolongée des écrans qui favorise l'apparition des troubles musculo-squelettiques, tels que les douleurs au cou, aux épaules et au dos, dues à des postures statiques prolongées, à une mauvaise position, la tête penchée en avant pour regarder l'écran. Donc voilà, se pencher sur son téléphone, ce sont les conséquences un petit peu qui en découlent. Des douleurs aux poignets, aux mains, donc causées par une sollicitation excessive des articulations et des mouvements répétitifs. Donc taper au clavier ou utiliser une souris peut entraîner des tendinites, des syndromes du canal carpien. Le canal carpien, c'est quand un nerf dans le poignet est comprimé et ça provoque des douleurs, des fourmillements et parfois en fait une faiblesse dans la main. Donc il y a aussi des facteurs favorisants. Tels que la charge mentale, la concentration requise pour travailler sur un écran peut entraîner une tension musculaire inconsciente. Donc vous voyez bien, on parle souvent des écrans, c'est vrai que ça a l'air plutôt tendance, disons, de loisir, mais même au niveau du travail, travailler trop longtemps sur des écrans, ça aussi c'est nocif. On n'en parle pas, on parle souvent du côté ludique, du côté récréatif. Mais même dans le côté ludique, comme disait William, avec toutes ces vidéos de sport, etc., même là encore, ça peut nous créer aussi des problèmes. Ah, d'accord, c'est pour ça alors. Oui. Le manque de pause aussi, donc l'absence de pause régulière, comme parlait un collègue, pour se lever, bouger, changer de position, favorise l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Maintenant, je crois qu'il y a Laetitia qui va enchaîner avec des hormones en folie. Et oui, les hormones en folie. Surtout chez nos adolescents. Voilà. Donc le rôle des hormones dans notre bien-être. Comment les écrans peuvent les perturber. Donc les hormones, nous savons qu'elles jouent un rôle fondamental dans le bien-être et régulent plusieurs fonctions corporelles essentielles, notamment l'humeur, le métabolisme, le sommeil, la digestion, la reproduction et la réponse au stress. Donc mes collègues en avaient précédemment parlé. Donc je vais vous énoncer les 4 hormones principales et vous dire ce qu'elles contrôlent dans le corps pour vous expliquer un petit peu comment justement les écrans peuvent perturber les hormones. Donc nous avons 4 principales hormones sur lesquelles les écrans jouent le rôle de perturbateurs, notamment la mélatonine qui perturbe le sommeil et qui peut à long terme provoquer des troubles cognitifs. Nous avons le cortisol. Cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et des difficultés à se détendre. La dopamine, la molécule de la récompense, donc celle qui nous rend accro. L'hormone du plaisir. Voilà. Et la sérotonine, qui malheureusement joue un rôle dans l'humeur, donc dépression, isolement. Voilà. Hormis les hormones, effectivement, vous savez que l'écran effectivement peut entraîner d'autres conséquences, comme l'obésité, entre autres. Oui, l'obésité, alors ça peut surprendre, mais oui, les écrans ont un lien aussi avec l'obésité. Il y a 2 facteurs, 2 liens en fait, c'est la sédentarité et le sommeil. Alors, la sédentarité, qu'est-ce que c'est? C'est passer en fait trop de temps, c'est le fait de rester, excusez-moi, assis ou allongé pendant une période trop longue. C'est précisément ce qu'on fait, qu'on est devant un écran. Et cela se traduit par un manque d'activité physique, ce qui entraîne du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. En fait, la sédentarité, c'est un peu comme une bombe à retardement pour notre santé. Vous ne vous rendez sûrement pas compte, mais lorsque vous utilisez vos écrans, et particulièrement l'utilisation récréative, comme on le disait, vous avez tendance à consommer en fait davantage de nourriture et de façon excessive. Je dis vous, mais nous, on est tous dedans, en vérité. Donc c'est de la boulimie, les troubles du comportement alimentaire, qui favorisent ainsi le gain de poids. Donc quel lien aussi on peut faire entre l'obésité et les écrans? C'est le sommeil.
Le sommeil, pourquoi? Parce que de nombreuses études ont montré qu'il y a un lien entre le sommeil et l'obésité. Donc les personnes qui dorment peu ont tendance à peser plus et à avoir un indice de masse corporelle plus élevé. Alors pourquoi le sommeil est important? C'est surtout parce que c'est un peu en fait la recharge de votre téléphone. Il faut le voir ça comme ça. Il permet à votre corps et à votre cerveau de se régénérer. Donc le sommeil entraîne de la fatigue et qui, elle, du coup, est en interaction avec ce qu'on appelait les fringales nocturnes. Donc c'est lorsque vous êtes fatigué, vous avez plus du mal à résister aux envies de grignoter et surtout des aliments riches en sucre, en graisse. Ah, c'est pas de ma faute alors si je mange sucré le soir. Oui et non. Ah d'accord. Oui, il suffit de savoir se réguler aussi. C'est mental. Je regarde des vidéos le sport. Laisse-moi tranquille. Alors, il y a aussi le fait qu'on pratique moins d'activité physique, donc le manque de sommeil peut vous rendre du coup moins énergique, donc qui forcément réduit votre envie de faire du sport ou de bouger. Donc c'est pas en regardant des vidéos de sport qu'on peut se donner bonne conscience et avoir des abdos à la fin. Donc le stress, aussi le sommeil, c'est influe sur le sommeil de mauvaise qualité peut augmenter le niveau de stress. Donc il y aura forcément un effet boule de neige, un cercle vicieux dans tout ça. Et on peut dire aussi que le manque de sommeil influe également sur la régulation des hormones. Comme on en a parlé déjà qu'au niveau du cerveau avec Jamina et Laetitia, les hormones aussi peuvent influer sur l'obésité. Pourquoi? Parce que pendant votre sommeil, votre corps produit des hormones qui régulent l'appétit, comme la leptine qui donne le sentiment de satiété et la gréline qui stimule l'appétit. Donc si vous dormez trop peu, votre corps produit plus de gréline et moins de leptine, ce qui vous donne constamment faim. Donc le métabolisme aussi, le sommeil joue un rôle crucial dans le métabolisme du glucose, c'est-à-dire la manière dont votre corps va absorber le sucre et produire de l'énergie. Donc du coup le manque de sommeil va également perturber tout cela. Voilà un petit peu les liens qu'on peut faire entre les écrans et l'obésité. Si je peux enchaîner, on peut donner quelques petites astuces. En vrai, pour limiter effectivement tous ces dégâts, on peut se fixer des objectifs. Donc, décidez à l'avance combien de temps vous allez passer sur chaque écran. Faites des petites pauses régulières, ce genre de choses. Je pense que voilà, pratiquer une activité régulière aussi, une activité physique. Donc, aller cueillir des mangues, aller cueillir des malacas, courir dans la nature. Voilà, tout ce qui vous empêche d'être sur un téléphone. Attacher les bœufs. Attacher les bœufs. Les cabris aussi. Les cabris. On va faire toute la ferme à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Et surtout, créez-vous un espace dédié au travail. Ça, c'est très important. Quand vous créez un espace, vous savez que c'est uniquement dans cet espace-là que vous allez utiliser vos téléphones ou en tout cas votre ordinateur. Et quand vous serez en dehors, vous savez que là, vous êtes out justement de votre zone effectivement numérique, si on l'appelle comme ça, on peut l'appeler ainsi. Et comme ça, vous pourrez vous consacrer à des choses encore plus importantes autour de vous et vous reconnecter à la réalité. Bien sûr, il y a d'autres choses comme pour comment améliorer votre sommeil, mais ça, nos camarades de la semaine dernière vous l'avaient déjà dit, ils ont été de très bons conseils, d'ailleurs je les ai suivis, donc je vous invite à réécouter leur émission, comme ça vous aurez toutes les astuces pour pouvoir réguler votre sommeil. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va enchaîner avec Andy. C'est moi. Alors moi, je vais vous parler des conséquences de ce que c'est d'utiliser votre téléphone au quotidien. Parce que en fait, mes collègues vous ont parlé de tout ce que ça va provoquer sur votre corps. Mais moi, je vais vous parler de ce que ça vous provoque dans vos relations avec les autres. Dans un premier temps, ça va vous causer de l'isolement. Parce que bien évidemment, passer du temps sur notre téléphone nous empêche de communiquer réellement avec les autres. Ça nous fait perdre un peu de la chaleur humaine. Vous savez, ce côté quand on va voir maman qui nous fait un petit câlin et qu'on n'a plus parce que bon temps on est grand et puis maintenant il y a les réseaux sociaux. Et comme on a toujours besoin de faire le beau, de montrer que voilà, on est beau, on fait des activités, on est fun, on se passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à démontrer aux autres la vie qu'on a, qu'on pense avoir ou qu'on a envie de leur montrer. Et ça crée en fait un peu de l'isolement. Parce qu'en fait, on va être dans une course aux commentaires, une course au like, qui va faire qu'en fait, on est tout le temps à l'afflux de ce qui se passe sur notre téléphone. Et ça va nous obliger à être tout le temps connectés. Et au final,
combien de temps on reste sur notre téléphone, et quand on est à table, ou même quand on est avec nos amis, avec notre famille, on n'est pas vraiment en train de voir ce qui se passe, mais on est plutôt dans notre téléphone. On est comme enfermé dans une bulle, c'est ça? C'est exactement ça. Et réfléchissez un peu. C'est quand la dernière fois vous étiez avec vos amis et que vous n'avez pas touché votre téléphone? Waouh. Ou même avec votre famille. Vendredi. Qu'on n'avait pas le droit. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que même s'il est au bout de la table, si j'ai un truc à lui dire, je lui envoie un message. Hein. Oui, je sais. Non, je suis censé prévenir, mais c'est la réalité en vrai. Hein. Même des fois quand on est ensemble. Mais bon, je te laisse continuer. Après, je raconterai mon anecdote après. Alors, comme je disais, ça a aussi des conséquences, mais du coup, sur l'estime de soi et notre bien-être psychologique. En fait, le fait de passer notre temps sur les réseaux, principalement. Vous connaissez Facebook, TikTok. On a tous envie de montrer que on est beau, qu'on a des choses fun. Et en fait, ça va déclencher chez vous une distorsion dans la vie réelle. Et ce que vous vivez en fait sur les réseaux. Surtout quand on voit tous ces influenceurs qui ont des vies parfaites sur les réseaux, mais qu'on voit pas les dessous, bien sûr. Exactement, et sans vouloir te couper, c'est pour ça qu'on dit souvent les réseaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Tout à fait. Ouais, ma mère me dit ça souvent. Du coup, en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais au fur et à mesure, les réseaux ont permis quelque chose qui restait à la base à l'école, au travail, le harcèlement. Avant, quand on se faisait harceler, quand on rentrait à la maison, on soufflait. Maintenant, le harcèlement va nous poursuivre jusqu'à la maison, jusqu'à dans notre intimité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient avec le téléphone. Une autre chose qui a émergé avec l'émergence des réseaux sociaux, c'est la dysmophobie numérique. Mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est juste le fait de se voir qu'à travers les filtres. Et quand on se voit dans un miroir, on se reconnaît pas. Parce qu'en fait, on préfère l'image que le téléphone nous donne de nous-mêmes. Pour ça, je vous donne quelques petites astuces. Pour éviter de se faire harceler, pour éviter de se sentir mal, il nous faut passer moins de temps sur les réseaux. Comme le disait mon collègue tout à l'heure là, délimiter un temps consacré au réseau ou à notre téléphone de manière générale. Après, essayez au maximum de garder vos informations personnelles pour vous. Effectivement, vous pouvez filtrer les informations que vous donnez sur le réseau. Autant donner le moins d'informations et éviter le harcèlement. Sinon, vous pouvez bloquer et signaler tout ce qui vous harcèle. Et comme on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un autour de nous. Quand on se sent mal, quand on se sent harcelé, ou qu'on se rend compte qu'il y a une distorsion dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, il faut en parler à quelqu'un, surtout à un adulte, quand on se sent vraiment perdu et démuni. Ce sera tout pour moi. Justement, mais bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on vous donne énormément d'infos. J'espère que vous avez bien tout noté parce qu'il y a une interrogation à la fin. Non, je rigole, je vous mets pas la pression. Mais là, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire une courte page de pub. Pas de pub bon, je me crois vraiment. De pause, mon cher collègue. En fait, je suis vraiment un animateur de radio. C'est bon, je me reconvertis. Je ne veux plus être infirmier, je suis animateur radio. C'est bon, c'est fini. Je commence à sponsoriser alors qu'il n'y a pas de sponsor. Donc, du coup, voilà. Et on se rejoint après pour parler de tout ce qui est trend et enfin vous conclure effectivement notre petite enquête. Donc je reviens vers vous pour compléter les informations de ma collègue tout à l'heure, puisque depuis septembre 2023, il y a un numéro d'appel unique pour toute la France, qui est le 3018, pour tous les mineurs qui sont victimes de cyberharcèlement, d'harcèlement scolaire. Donc n'hésitez pas à appeler ce numéro en cas de difficulté, le 3018. Je passe la main à mes collègues. Oui, tu sais, pendant la pause que j'ai fait, j'ai regardé une trend sur TikTok et j'ai trop envie qu'on la fasse. Non, ça va. Trend, masse, non, c'est bon, très peu pour moi, ça va. J'ai déjà essayé, mes cheveux ne repoussent toujours pas, donc laisse-moi tranquille avec tes trends. Ah mais non, quand même. Mais non, ça va. Attends, en plus j'ai quelques informations sur ça, je suis sûr que tu vas changer d'avis après, d'accord? On verra. On verra bien, t'inquiète, tu verras. Les trends, justement, ce qu'on appelle les tendances, peuvent vite devenir dangereuses. C'est vrai que c'est fun, c'est tendance, bien sûr, mais en fait, les challenges peuvent vite devenir viraux, d'accord? À cause de ces tendances, ce que ça a tendance à faire, bon, c'est redondant en même temps, vous avez compris, ça a tendance à exacerber l'addiction au téléphone portable. Beaucoup de ces trends, effectivement, poussent certains utilisateurs, souvent jeunes, voire même très jeunes aujourd'hui, à prendre des risques inconsidérés pour obtenir des likes ou encore des vues, ou juste pour se satisfaire, je dirais, ce qui renforce encore plus l'usage compulsif du téléphone.
cela peut emmener effectivement à des comportements à haut risque, excusez-moi, comme des blessures physiques, des problèmes de santé mentale et des situations de vie ou de mort. Oui, juste des tendances qu'on regarde sur Internet, sur TikTok ou Insta ou peu importe le réseau social, peut effectivement emmener à prendre vraiment de gros risques effectivement pour sa santé ou autre. D'accord? Regardons un peu le Tide Pod Challenge. C'est un exemple. C'est une tendance qui conduit certains jeunes à ingérer, écoutez bien, des capsules de lessive. Oui, oui, des capsules de lessive. Ça peut sembler fou, même nous on a été très étonnés quand on a fait la recherche, mais oui, effectivement, c'est un challenge qui est extrêmement dangereux et qui peut entraîner des empoisonnements, bien sûr. Et non seulement aussi ce genre de défi met en péril la santé immédiate, donc c'est-à-dire qu'à gérer quelque chose comme ça, immédiatement les conséquences se font sentir, mais il encourage malheureusement aussi à l'addiction pour la validation instantanée sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs, effectivement, à travers cela, se sentent obligés de faire plus de contenu à sensation forte, en gros, de toujours proposer plus et d'aller toujours plus dans l'extrême pour avoir des vues, des likes ou toute autre récompense, effectivement, qui pourra les faire connaître un peu plus et tout cela. Mais bon, on va pas diaboliser les tendances comme ça, les trends, comme on dit, parce que les tendances peuvent être quand même une source d'inspiration ou de plaisir, mais il est important, d'accord, et s'il y a quelque chose à retenir, il est important de rester critique, d'accord, sur les vidéos que vous regardez, et même dans la vie de tous les jours, et de ne pas se laisser influencer par la pression sociale. Être conscient des risques, chers auditeurs, vous pouvez faire des choix éclairés et protéger votre bien-être physique et mental. Merci William pour cette magnifique partie. C'est vrai que on a tendance à un petit peu trop foncer, tête baissée dans tout ce qui se passe. Mais du coup, ouais. J'ai une petite question du coup. Andy, tu as toujours envie de faire des trends? Non, je pense que je vais rester assise tranquillement et aller faire mes devoirs plus tard. Ah bon, on te l'avait bien dit. Bon, en tout cas, on va faire un petit point, vite fait, un petit focus. On a pu quand même avoir l'avis d'un addictologue sur le sujet. Puisqu'on parle d'addiction, ça aurait quand même été bien qu'on ait un avis médical appuyé et avisé. Donc, globalement, déjà, l'addiction numérique, qui se distingue des autres addictions par l'absence d'une substance ou d'un objet physique procurant une récompense tangible, elle se manifeste par une compulsion à rechercher sans cesse de nouvelles informations, à stimulation des écrans, malgré les conséquences négatives sur la vie sociale, scolaire ou professionnelle. En fait, cette dépendance est caractérisée par une répétition incontrôlable des comportements et une difficulté à s'en passer. Les facteurs aggravants, selon l'addictologue, le docteur Dubois, les TDAH, en fait, sont les personnes qui sont atteintes les plus vulnérables en fait dans cette addiction numérique. Donc TDAH, tout simplement, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour ceux qui connaissent. Et du coup, voilà, c'est eux qui sont les principaux impactés par cette addiction. Il y a aussi le fait que il y a le facteur familial aussi qui est un petit peu laxiste, démissionnaire, où les parents aussi ont un rôle à jouer dans cette addiction, à pouvoir du coup limiter l'utilisation des écrans chez les jeunes. Parce que effectivement, les jeunes aussi, ce sont les plus impactés par cette addiction. Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, je vais faire un petit témoignage, puisque étant moi-même TDAH, je vais rejoindre mon collègue sur ce point. C'est vrai que les écrans sont vraiment addictifs pour nous et que ce n'est pas bénéfique, puisque avec notre entourage, on est beaucoup moins attentif, puisqu'on est absorbé. Moi, je le vois, que ce soit avec mes enfants, mon mari. C'est vrai que j'ai tendance à me laisser absorber et des fois à même, je dirais, devenir agressive si, par exemple, je suis dans mon petit jeu à bulles et qu'ils viennent m'interrompre. C'est vrai que c'est problématique. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Il n'y a pas assez de prévention, parce que c'est vrai que, alors à mon époque, puisque je suis des années 80, on ne parlait pas de TDAH ni de dyslexie. C'était pas développé, mais c'est vrai que de nos jours, on arrive à identifier la pathologie beaucoup plus facilement et on devrait avoir des accompagnements un petit peu plus intensifs à ce niveau-là, plus de prévention. Voilà.
Alors c'est vrai, hein, tu parles de prévention, c'est vrai que ça devient un problème de santé publique dans lequel on doit du coup plus s'investir. Et selon le docteur Dubois, un dictologue, hein, il faudrait déjà qu'il y ait plus de dépistage des TDAH, puisque ce n'est pas suffisant. Et aussi, en tout cas pour l'addiction numérique, de connaître les signes avant-coureurs, comme en faisait référence Najamina, sur du coup l'isolement social, la modification de l'humeur, les difficultés scolaires, professionnelles, en tout cas en termes aussi de concentration, et notamment les négligences des activités quotidiennes. Donc un enfant qui a tendance à diminuer sur ses activités au bénéfice d'une autre, c'est déjà un premier signe de l'addiction. En conclusion, hein, pour cette petite partie, l'addiction numérique, c'est un problème de santé publique complexe qui nécessite une prise en charge globale et personnalisée. Donc l'implication des familles est beaucoup à mettre en avant, des écoles, des professionnels de santé, et pouvoir prévenir et traiter cette addiction. Pour une conclusion un peu plus globale, en résumé, l'addiction aux écrans, en fait, c'est un impact significatif, a un impact significatif sur notre santé physique et mentale. Elle perturbe notre sommeil, affecte notre vision, provoque des douleurs musculo-squelettiques et déséquilibre nos hormones. Sur le plan psychologique, elle favorise l'isolement social, altère notre estime de soi et peut nous conduire à adopter des comportements à risque. Il est essentiel de comprendre que les écrans ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont devenus des outils indispensables dans notre société. Et il faut faire avec. Cependant, il est primordial de les utiliser de manière responsable. Et on insiste là-dessus, de manière responsable. En limitant le temps passé devant les écrans, en pratiquant des activités physiques régulières, en favorisant les interactions sociales réelles et en étant vigilant face au contenu en ligne, il est possible de trouver un équilibre sain. Il ne s'agit pas de renoncer à nos smartphones, hein, bien évidemment, ou nos ordinateurs, mais d'apprendre à les utiliser de manière consciente. En prenant conscience des effets de l'addiction numérique, nous pouvons tous agir pour protéger notre santé et notre bien-être. En somme, l'équilibre est la clé. Un équilibre entre le monde réel et le monde virtuel pour une vie plus saine et plus épanouie. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci aussi à toi Laetitia, effectivement, d'avoir eu le courage effectivement de nous parler effectivement de ta TDAH. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, donc il faut vraiment le prendre au sérieux. Malheureusement sur TikTok, j'ai eu l'occasion de voir malheureusement des gens TDAH qui étaient dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose de très sérieux. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Il faut aller voir un médecin, un professionnel qui effectivement posera un diagnostic, comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, effectivement. On nous a donné quelques signes effectivement où il faudrait faire attention. Et toujours dans la conclusion, on va continuer, on va faire un petit récap effectivement des conseils pratiques. Je répète beaucoup effectivement, je ne sais pas si c'est à force de regarder des écrans. Donc on peut utiliser des outils intégrés qui sont dans les appareils. Vous savez, il y a certaines applications qui permettent de bloquer certaines applications. Voilà, des applications pour bloquer d'autres applications et pour exploiter et mieux comprendre aussi nos habitudes en fait. Je suis sûr que vous serez très surpris de voir le nombre de temps qu'on passe sur les écrans. Parce que oui, sur vos téléphones, dans les paramètres, il y a effectivement quelque chose qui nous dit tout ça. On peut désigner aussi des zones sans écran, comme on se l'a dit tout à l'heure, en gros nos zones numériques. On peut se fixer des horaires et surtout éteindre les notifications. On ne se rend pas compte, mais on est accro aux notifications, effectivement, comme Emarly l'a dit. Et en termes d'autres conseils, je dirais pratiques supplémentaires, surtout pour vous rassurer, d'accord? Comme on l'a dit, on n'est pas en train de diaboliser tout ce qui est smartphone et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc soyez indulgents avec vous-même. D'accord. Quand vous allez commencer ce sevrage, on dira ça comme ça, il peut y avoir des moments de rechute, ce qui est tout à fait normal. On passe tous par là, d'accord. Donc tout d'abord, soyez indulgents avec vous, d'accord. Faites-vous entourer aussi, trouvez un partenaire, que ce soit un membre de la famille, un ami pour commencer ensemble, ou pour qu'il puisse vous booster effectivement durant cette période. Soyez créatifs, c'est-à-dire mettez en place certaines choses qui vous ressemblent, d'accord, pour pouvoir réussir à vous sevrer avec vos téléphones. Et enfin, comme Henrik l'a dit, le but ce n'est pas de manier les écrans. Comme le vieil adage le dit, c'est le dosage qui fait le poison. Donc en gros, gérez effectivement votre dose de portable et tout ira bien.
D'accord? Il est possible de retrouver un équilibre entre le monde réel et le monde virtuel. Donc voilà, c'était tout pour nous, notre conclusion. Je sais pas je crois que mes collègues ont... Alors moi j'ai une dernière petite astuce pour la route, surtout pour les enfants, les adolescents qui utilisent des téléphones portables. En tant que maman, bloquer les téléphones avec les applications comme Family Link, ça aide justement à répartir le temps d'écran, etc. C'est sympa pour les enfants. Effectivement, je connaissais. Tu veux dire quelque chose, Andy? Oui, sinon changer le code Wi-Fi, ça va plus vite. Ça, on s'en va, on machiavélique ça. C'est vraiment machiavélique en fait. De toute manière, il nous reste 3 minutes d'émission. Je sais pas si vous vous êtes senti comment d'ailleurs pour cette émission. Si on peut faire un petit... Moi personnellement, j'ai apprécié partager tout ça avec vous. J'espère quand même qu'on vous a appris des choses et aussi des termes comme la nomophobie. Et puis voilà, on espère aussi que vous avez apprécié. Et Mardi? Moi j'ai bien apprécié ce petit moment. Si c'était à refaire, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'au début j'ai un peu stressé parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de passer en radio quand même. Et tout de suite après, la tension est descendue et ça a été en fait. Voilà. Andy? Écoutez, pour moi c'était une grande surprise aussi. Plutôt marrant en fait comme expérience. Donc stressé comme mes collègues l'ont dit au début, mais à la fin très à l'aise. On a l'impression d'être dans l'extension de l'IFSI un peu, non? Pareil, c'est pas pour moi. Bon, j'ai rupté un petit peu avec le TDAH, comme d'habitude, mais finalement j'ai pris le rythme, ça a été. Et toi, Henrik? Pour ma part, ça a été une magnifique expérience de partager ce moment avec vous. Et je note quand même que c'est marrant que pour parler des écrans, on me regarde. Oui, mais c'est le moyen pas, fallait pas le dire en fait, fallait pas le dire, effectivement. Tu nous as balancé. Effectivement. Sinon, et toi William, comment t'as trouvé l'émission? Oh, c'est gentil de demander. Donc oui, moi franchement c'était une super émission. Je me suis trouvé une âme d'animateur. Je pense qu'on va me proposer une promesse d'embauche après. Absolument, donc du coup, franchement on espère que vous avez autant apprécié que nous. C'était vraiment très intéressant de faire toutes ces recherches et surtout de vous les partager. D'accord? Comme on vous a dit, le but ce n'est pas de bannir ou diaboliser le téléphone, bien au contraire, c'est le dosage qui fait le poison. Retenez ça, donc en gros, contrôlez votre consommation. On vous souhaite une bonne après-midi et prenez soin de vous. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Prendre soin de vous. Prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Prendre soin de vous. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Nous comptons sur votre écoute. Prendre soin de vous.